de 2011, en fait, il a rejoint les LAS en 1980. C'est ça. Et donc, depuis, il est toujours au LAS et à l'Institut mathématique de Toulouse en tant que directeur de recherche numérique. Donc, Jean-Bernard a publié 9 livres et presque 200 articles scientifiques. Son CV est impressionnant. Je ne vais pas parler à longueur de toute la panoplie si vous voulez, mais je vais faire mon petit résumé des prix qu'il a reçus, de quelqu'un des prix qu'il a reçus. Entre autres, les Lagrange Prize in Continuous Optimization, décerné par Science and Mathematical Optimization Society, the John Norman Theory Prize, décerné par la Wilford Society, et plus récemment, donc l'année dernière, les Grands Prix Maria Académie des Sciences. Donc c'est avec grand plaisir que je lance la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Et bon, je remercie d'abord l'organisation de m'avoir invité, c'est un grand plaisir. Moi, pour la relève est très vivante, c'est vraiment un plaisir de dire aux jeunes, c'est intéressant ce sujet. Alors, je vais essayer de vous parler aujourd'hui d'un outil, en fait, comment j'ai découvert avec des collègues, enfin, on connaissait le nom, on ne connaissait pas l'outil vraiment, qu'on a découvert il y a peu de temps, et dont on pense qu'il est utile pour résoudre certains problèmes de data analysis. Donc, c'est un outil qui est vieux, enfin, disons qu'il est bien connu dans une partie de la communauté mathématique, théorie de l'approximation, des nombres tonaux. Et vous allez voir que c'est un outil qui est très simple à utiliser et qui a des effets spectaculaires au moins en 2 ou 3 dimensions pour traiter des nuages de points, pour les analyser, voir leur comportement, et des informations. Alors, c'est plutôt mal. je dirais qu'il y a plus de... Faut-il marquer? Ah, voilà. Et là, si tu fais... Attends. Tu fais comme ça maintenant. Je peux le faire. En fait, comme ça, avec la flèche. Ah bon. C'est bon? Alors, Non, ça marche. ça marche. Soit là, soit là. Donc c'est un travail qui est fait en collaboration avec plusieurs collègues, avec deux notamment, mon jeune collègue Edouard Powell, qui est à l'IRIC à Toulouse et à l'UMT, et un collègue qui est à l'étranger, Mireille Pina, à la CSS Californie Santa Barbara. Je fais un peu de personnes. Il y a quelques exercices très résumés, on paraît dans un livre par an, sont contenus dans un livre qui va apparaître l'année prochaine, je pense, et qui expliquera la présentation de cet outil pour le traitement des données. Alors, bravo. C'est ça. Ça n'explique pas que dans l'audience. Il y a un appel. Alors, motivation. Alors, simplement, en fait, avec mon collègue Edouard Powell, on travaillait sur le sujet qui considérait à analyser la gaussienne, propriété de gaussienne. Bon, je vous passe en détail. À un moment donné, on a fait des graphiques. Enfin, c'est celui qui est venu avec le graphique. Une expérimentation qu'il avait fait sur le nuage de points. Et à vrai dire, on a été assez scotché. Alors, vous voyez, quelle est la motivation? Il avait tracé un nuage de points en 2D, de dimension. Vous voyez que c'est un exercice que vous pouvez faire, ou même maintenant très facilement. Donc, il a placé le nuage de points. Vous voyez qu'il a une certaine forme géométrique. Hein. Et ensuite, on a tracé le contour d'un certain polynôme, je dirais quel est ce polynôme plus tard. Donc QD de x est le polynôme de QD, à 2 variables, et on a tracé ces level sets, pour différentes valeurs du gamma, et de façon assez surprenante, avec un degré relativement faible, là on aura un degré 3 ou 4, peut-être 5 ou 6, je ne sais plus exactement. Vous voyez que le niveau rouge ici, qu'on voit, il capture bien la forme du nuage
simplement en regardant les points qui sont à l'intérieur de ce level 7. Et ça fait partie des moments quand vous faites un peu de recherche appliquée, vous êtes assez content d'avoir des choses comme ça, parce que c'est vraiment un peu. Enfin, moi, ce que j'aime quand je fais de la recherche, je vois des résultats comme ça m'excite, parce que c'est vraiment un peu surprenant. Et alors, on s'est dit, est-ce que c'est un peu le hasard? Donc, on a continué. On l'a fait sur plusieurs jeux de données, donc pour voir ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré plusieurs points de données en dimension 2, et on a fait la même chose, on va montrer comment on fait. Il y a la même chose, et vous voyez qu'à chaque fois, pour chaque jeu de données, et pour un degré relativement faible, alors on ne voit pas bien ici parce que les figures sont en dimension petite, mais on voit bien que le level 7 ici, enfin, vous devrez voir que le level 7 capture bien chaque fois l'image du level 7. Vous voyez quand il est même disconnecté, ici vous avez deux lignes rouges, deux cercles pratiquement, et des points d'intérieur de cercle qui sont les points d'intérieur de ce level 7 ici que j'avais noté, S gamma. Donc, quand un résultat comme ça vous paraît intéressant, c'est qu'en général, il va avoir une justification mathématique qui est déjà peut-être connue, et vous essayez de comprendre. Alors, vous pouvez faire ça sur Manda, c'est très facile. Vous pouvez faire ça, et voilà comment on fait. Donc, pour dimension 2, dimension 3, vous voulez voir comment ça se passe, ici, la dimension 2. Donc, vous générez des points de façon arbitraire, mais qui forment quand même une certaine forme géométrique dans votre plan. Okay, prenez autant de points que vous voulez. Donc ici nous sommes en dimension 2. Ici c'est le degré 2 et la dimension de l'espace c'est P égale 2. On est dans le plan, d'accord. Et vous comptez cette quantité qui est P plus D chose P. Et vous formez le vecteur du monde à deux variables de degré plus D, c'est-à-dire ici 2. Vous avez 1, constante, les deux polynômes linéaires, x1 carré, x1 2, etc. x1, 2d, 1, 2d. Ça, c'est un vecteur de mon nombre. Okay. Ça, c'est la première étape. Ensuite, en fonction de votre nuage de points, vous avez un point comme votre nuage. Vous faites simplement, vous formez une matrice symétrique réelle qui est très simple à calculer. Et vous prenez le vecteur vd de x, vous l'évaluez au point xi. Et vous faites le produit avec VD transpose, donc ça vous donne une matrice. Pour chaque point ici, vous avez une matrice carrée symétrique. D'accord. Et vous faites la somme pour tous les points, et vous prenez la moyenne. Vraiment, c'est rien de compliqué. Donc cette matrice, elle a cette forme, exactement. Donc sur la première ligne, vous avez la constante, linéaire, carré, et donc. Vous faites la somme sur tous les points. Ça, c'est une matrice carrée évaluée pour le point I. Vous faites la somme sur les PI, vous divisez par R. Donc vous avez ici cette matrice D, c'est ce qu'on appelle en fait la matrice des moments de la mesure empirique qui est supportée sur les nuages de points. Donc vous avez une mesure n qui dépend du nuage de points, n, d'accord, qui est la somme, la moyenne de Césaro des Dirac de chaque point ici. La mesure empirique. Et la matrice M que nous avons vue est juste la matrice des moments à l'ordre 2 de cette mesure. Donc, calculer cette matrice, vous avez vu, c'est des opérations très simples. Donc, on forme cette matrice. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez calculé votre fameux polynôme de Christoffel. On va voir ce qui s'appelle le polynôme de Christoffel. Vous prenez simplement la matrice MD, vous prenez son inverse, et vous multipliez à droite par le vecteur de mon nombre, et à gauche par le vecteur de mon nombre transpose, et à droite par le vecteur de mon nombre. Vous ça donne ce formule ici. Donc quand vous faites ça, vous obtenez un polynôme au degré. Alors si D est 2, ça va faire un polynôme au degré 4, et qui est une sorte de carré. Donc ce QD de x c'est rien de moins que ce polynôme qui est très facile à calculer, au moins qu'il y ait une expression très simple. Et le level 7 que je vous ai montré, c'est simplement l'ensemble des points dans le plan qui sont. Pardon, le level 7 égal, c'est tous les points x satisfont QD de x égale gamma. Et le nuage de points contenu, presque tout le nuage de points contenu dans l'ensemble c'est gamma où on mettait l'inférieur égal ici. Donc tous les points qui sont avec un score inférieur à gamma. Vous voyez que si vous voulez faire votre exemple vous-même, regardez ce que ça donne, c'est vraiment c'est une suite d'opérations alimentaires qui est très facile à réaliser.
qui sont très faciles à analyser. Et en fait, ça donne la fonction de Christoffel. Donc, parce qu'en fait, cette fonction est bien connue dans la littérature. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est l'inverse de ce facteur rationnel, c'est l'inverse de ce polynôme. C'est le récipron de ce polynôme. Et en fait, cet outil, quand vous avez un résultat qui peut faire apprendre comme ça, il n'y a rien de spectaculaire. Ce qui est spectaculaire, c'est le fait de le voir sur une image de point discret, mais la propriété qu'elle a, afin que ça traduit, en fait, était connue. Et c'est simplement, c'est l'histoire de cette fonction de Christoffel, le modèle de Christoffel-Darboux, qui est un outil qui est très connu en théorie d'approximation des polynômes orthogonaux, et qui justement ne semble pas avoir été utilisé en analyse de données pour traiter de l'information sur des discrètes, des nuages de points discrets. Donc quand vous allez regarder Christoffel-Darboux, Christoffel-Function, etc., vous tombez sur des contributeurs qui sont des gens connus en appliqué dans ce domaine, et en particulier les anciens professionnels comme Desmailles, Totti, Gros, Minsky, qui sont des mathématiciens, des très bons mathématiciens. Et comme je le disais, cette fonction de Christoffel semble ne pas être très connue en analyse de points, en analyse de données. Et donc le but du bouquin qu'on a fait avec Niaï et Loire, c'était d'essayer de montrer que cette outil peut être utilisée pour le traitement d'analyse de points, et la particularité du traitement d'analyse de points, c'est que vous avez affaire à des mesures discrètes. Donc, avant de continuer sur les propriétés de cet outil, on a un peu de background. Donc, sur les polynômes orthogonaux, donc si vous avez une mesure, en général, les gens qui travaillaient sur la théorie d'approximation et du milieu de Christoffel-Darboux, de la fonction de Christoffel, partent d'une mesure sur un compact. Donc, ce n'est pas un ensemble de points discrets, c'est une mesure sur un compact. Vous avez un certain compact oméga de RP, ici, et une mesure qui est supportée sur ce compact. Ça, c'est votre donnée de départ. À partir de cette mesure mu sur oméga, vous commencez à calculer une famille de polynômes orthogonaux. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est mystérieux. C'est une famille de polynômes. Tel que quand vous intégrez deux polynômes dans la famille, s'ils ne sont pas identiques, vous avez 0, enfin ça fait 0, c'est une base normale. Donc, l'intégration de P alpha de bêta mu, c'est le delta Dirac à alpha et à bêta. Qu'on est 4 symboles pour tout. Ok? Donc, dans chaque canal matrice, la mesure est une certaine propriété, elle existe toujours, cette base normale. Donc, comment vous construisez ces polynômes orthogonaux? Bon, il y a plusieurs façons de le faire, je vous en indique une facile. En général, il faut que vous ayez la connaissance au moment de cette mesure. Donc, vous avez une mesure qui est donnée sur oméga, et vous supposez que vous connaissez les moments de cette mesure, c'est-à-dire ces scalaires oméga alpha, qui sont l'intégration du moment oméga alpha par rapport au début. Supposez que vous connaissez ces moments. On verra que pour une mesure discrète, avec un nuage de points, c'est facile à calculer. Donc, une fois que vous avez ces données-là, vous pouvez construire une famille de polynômes orthogonaux de la façon suivante. Donc, vous construisez d'abord la matrice élémentaire, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, et qui, dans le cas général, en fait, s'écrit comme ça. C'est une matrice. Pardon. Quand on prend son degré T, c'est une matrice réelle symétrique, qui est indexée par les monomes jusqu'au degré D. Alors ici, par exemple, c'est D égale 1, vous avez la constante et les polynômes linéaires, x1, x2, d'accord, ligne et colonne, et les entrées sont au moment de les entrées 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Vous prenez l'entrée J, donc c'est 1, par exemple ici, c'est 1, 0 avec 1, 0, c'est 2, 0, et vous mettez le mu2, donc le 1, 0 plus 0, pardon, 1, 0, c'est le moment mu alpha de bêta. Voilà comment vous construisez ces matrices. C'est une mécanique simple, si vous ne l'avez jamais vu, c'est pas évident, mais c'est très facile à faire. Donc ça s'appelle la matrice des moments d'ordre 1 de la mesure U. Toujours des opérations de simple. Donc, une façon de construire les polynômes orthogonaux, c'est vous prenez la liste des monomes jusqu'au degré D, enfin même pour le degré infini, et vous les ordonnez d'une certaine façon. Ici, c'est l'ordre graphique. Vous prenez 0, 0, on a une dimension de 2, il y a deux variables, donc 0, 0, c'est le polynôme de degré 0, 1, 0, c'est le polynôme de degré 1 ou x1, ça c'est le polynôme de degré 1 ou x2,
Ça, c'est le polynôme x1 carré, ça, c'est le polynôme x1, x2, ça, c'est le polynôme x2 carré, x1 cube, etc. Donc, prenez cette liste d'index, et le premier polynôme qui correspond au terme constant, c'est le polynôme 1, sa constante 1. Le polynôme correspond le deuxième polynôme orthogonal correspond au degré 1, 0, donc c'est Q1, 0. C'est le déterminant pour les automatrices, vous prenez que les deux premiers éléments, et la matrice carrée qui suit, et vous remplacez la deuxième ligne par 1x1 et vous prenez le déterminant. Bon, vous obtenez U0x1 moins U1. Et ensuite, pour le deuxième, ici, vous rajoutez une colonne, d'accord, 1x1 et 2, prenez le déterminant. Tout ça. Et ensuite, vous normalisez pour que l'intégrale fasse 1. Une fois que vous avez ce polynôme ici, là, vous l'intégrez par rapport au donc c'est facile à l'intégrer, parce que vous connaissez le moment de mu, et vous le mettez en face à ce scalaire détecteur pour que l'intégrale fasse 1. Donc ça, c'est une normalisation, et vous avez votre polynôme orthogonal. Et vous continuez ainsi de suite. D'accord. Par exemple, Q2, 0, le polynôme orthogonal correspond au degré 2 en 1 et 0 en x2, c'est celui-là, etc. On va développer, vous normalisez. Donc, ce qu'il y a de remarquable avec ces polynômes orthogonaux, c'est que si vous maintenant regardez le vecteur space, l'espace vectoriel des polynômes de degré O plus D, comme un sous-espace de l'espace de Hilbert L2 de mu, c'est un sous-espace de l'espace de Hilbert L2 de mu, ben, ce vecteur de polynôme, cet espace vectoriel des polynômes, est en reproduction kernel. C'est ce qu'on appelle un noyau reproduisant. D'accord. C'est une terminologie qui est très connue maintenant dans la machine, reproduction kernel Hilbert space. Donc c'est en fait ce noyau est reproduisant. Je vais expliquer ce que ça veut dire, ça n'a rien de mystérieux. Donc ce noyau, c'est quoi? Il est relatif à la noyau, évidemment, et indexé par le degré que vous avez pris. Donc ce noyau, vous pouvez le voir sur un argument, mais c'est direct. Et c'est la somme des polynômes orthogonaux à l'ordre maximum D, pour tous les alpha inférieurs égal à D, et P alpha de X multiplié par P alpha de Y, et vous faites la somme. Okay. C'est ça qu'on appelle le noyau de Christoffel-Darboux. Donc, quelle est la propriété de reproduction? Ça n'a rien de mystérieux, ça veut dire que si vous regardez quand vous fixez X fixé, d'accord, et prenez un polynôme quelconque QX degré O plus D, ben simplement, il s'écrit aussi comme. C'est en fait l'image par cumul ce kernel, vous fixez X de cumul. C'est-à-dire quand vous faites cette intégration, vous intégrez Q par rapport à cette densité en Y, où X est fixé, vous obtenez QX. Donc vous reproduisez ce kernel, ce noyau, reproduit les polynômes, puisque quand vous mettez vous voyez comme l'opérateur qui agit sur Q, il reproduit Q. D'accord. Donc c'est ça la propriété de reproduction kernel, c'est uniquement ça. Alors, donc tout ça c'est bien connu en théorie d'approximation, et c'est utilisé pour l'approximation. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous vouliez, dans mon état espace d'Hilbert de mu, vous approximez une fonction f par un polynôme de degré O plus D, donc vous cherchez le polynôme occulte de degré O plus D qui minimise la norme L2 de la différence. Eh bien, ce polynôme, il a une expression plus simple en fonction du noyau de Christoffel-Darboux, parce qu'il s'écrit comme ça. Donc c'est un polynôme de degré D. Quel est son coefficient? Il s'exprime dans la base des polynômes orthogonaux, P alpha. Donc son coefficient par rapport au polynôme P alpha de X, c'est celui-là. C'est l'intégration de f par P alpha de Y dB. Donc vous écrivez, voici votre polynôme, c'est celui qui approxime le mieux f pour la norme L2. Donc voilà, donc ça c'est des statements qui datent depuis le 100 ans, je dirais maintenant. Et donc la particularité la particularité de cette approximation, c'est qu'en fait, elle converge à la norme L2, par définition, et c'est-à-dire que la limite de f de son approximation, quand le VD augmente, vous convergez vers la santé. Vous approximez f en norme L2. Voilà la propriété. Donc, alors, donc, maintenant on passe à la fonction de Christoffel, une fois qu'on a défini le noyau. La fonction de Christoffel, d'accord, ben, c'est rien d'autre que la diagonale du noyau, c'est-à-dire, vous regardez le noyau maximal de alpha x et alpha y, dans la fonction de Christoffel, le polynôme xi,
c'est simplement la somme des p alpha de xi au carré. Et vous prenez l'inverse de ça. Donc ça, c'est un polynôme au carré, c'est celui qu'on a vu au début dans les figures. Et la fonction de Christoffel, c'est l'inverse de ce polynôme. Et c'est le noyau évalué sur la diagonale. Il y a aussi une autre, donc ça c'est une façon de le construire, il y a aussi une autre définition variationnelle, c'est la fonction de Christoffel évaluée au point xi, c'est aussi une propriété particulière, c'est le résultat de la minimisation de p carré d mu, vous cherchez un plan p de degré d, qui minimise sa norme L2, avec la contrainte qu'au point xi, sa valeur vaut 1. C'est une autre façon de voir la fonction de Christoffel. Et une autre façon de résumer ça, c'est aussi que elle peut se écrire comme c'est la formulation que j'avais donnée au début pour le nuage de points. C'est la matrice des moments de la mesure sous-jacente. Vous prenez son inverse et vous multipliez à gauche par le vecteur des moments de degré au plus d, et à droite par le vecteur des nombres. Donc il y a plusieurs façons d'écrire la fonction de Christoffel. Alors pourquoi cet outil est important? Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, cette fonction de Christoffel, Derrière. je crois qu'il fait une bêtise. Ah, c'est bon. Excusez-moi. Oui, donc la propriété qu'il faut retenir, si vous avez quelque chose à retenir du top de la propriété de Christoffel fonction, c'est celle-ci. C'est qu'en fait, cette fonction de Christoffel, elle identifie le support de la mesure. Comment elle fait ça? Eh bien, elle discrimine les points qui sont à l'intérieur du support et les points qui sont à l'extérieur du support d'une façon simple. Quand vous regardez un point qui est à l'intérieur du support de la mesure, imaginez votre nuage de points que vous aviez au départ, si vous prenez un point quelconque dans le nuage, eh bien, si vous évaluez la fonction de Christoffel, le kernel Christoffel d'Arbour au point xi, ben, sa croissance, si vous faites varier le degré, sa croissance est au plus de l'ordre de d puissance p. P, c'est la dimension, ici c'est p égale 2 dans le nuage de points qu'on a vu. Et donc c'est une croissance, ça croît, c'est une somme de carré. Chaque fois que vous augmentez le degré, vous rajoutez des termes, mais sa croissance est au plus de l'ordre de d puissance p. Par contre, quand vous n'êtes plus dans le support, vous êtes à l'extérieur du support, elle est au moins exponentielle. C'est ça, en fait, qui explique un peu l'aspect un peu spectaculaire et magique de ce qu'on a vu en dimension 2 pour le nuage de points. C'est que les points qui sont à l'extérieur du support, quand d augmente, ben ça, la valeur de Christoffel, alors ça c'est l'inverse de Christoffel, si vous prenez kd ou 1 sur kd. Donc l'inverse de Christoffel grandit très très vite. Donc il est en dehors du support qu'on a vu. Le level 7 qu'on a vu, son score, ben, le point qui est à l'extérieur du nuage va être au-dessus de ce score. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Donc vous voyez, c'est vraiment une manipulation très simple d'une propriété de la fonction de Christoffel. Elle discrimine par la croissance en fonction du degré du score, le point qui est à l'intérieur du support et les points qui sont à l'extérieur. Croissance au plus polynomiale à l'intérieur, croissance au moins exponentielle à l'extérieur. Donc si vous faites varier le degré un petit peu, vous allez voir la croissance de votre score si vous êtes à l'extérieur, alors qu'elle est au plus polynomiale quand vous êtes à l'intérieur. Donc voilà, si vous avez quelque chose à retenir la fonction de Christoffel, c'est ça sa particularité de la mesure. Elle en a d'autres qui sont très intéressantes, mais par exemple, pour la détection de l'ordre, c'est ça qu'on va utiliser. Alors, je résume ici, vous voyez, vous avez une mesure, vous avez un oméga, un ensemble oméga. Imaginez que vous avez une mesure mu supportée sur oméga. Donc quand vous êtes à l'intérieur, vous avez une croissance au plus d puissance p. Il y a quelques ajustements quand vous êtes à la frontière, c'est dp plus 1. Mais quand vous êtes à l'extérieur, c'est ça qu'il faut retenir. Quand vous êtes à l'extérieur, vous avez une croissance au moins exponentielle. Donc le score de votre fonction de Christoffel à un point qui est ici va croître de façon exponentielle, alors qu'il croît de façon polynomiale ici. Alors, il y a d'autres propriétés de la fonction de Christoffel qui demandent des hypothèses sur la mesure mu sur votre ensemble oméga. Les propriétés que j'ai listées jusqu'à présent ne feront pas d'hypothèse, à part que vous êtes sur un compact, et ne feront pas d'hypothèse sur la mesure mu de compact, la propriété de croissance.
Ici, par contre, il faut quand même rajouter quelques hypothèses, donc ça c'est historique. Donc, par exemple, quand vous normalisez votre fonction de Christoffel, d'accord, eh bien, sous certaines hypothèses de la mesure nu de votre oméga, elle tend vers une quantité, quand le dt augmente, elle tend vers une quantité qui est, qui est un attribut de la mesure que vous avez utilisée. Vous trouvez la densité, cette mesure par rapport à la mesure de Lebesgue, et oméga, c'est une mesure qu'on appelle mesure d'équilibre, qui est intrinsèque au domaine oméga co-quotient. Donc, comme on n'a pas toujours des hypothèses satisfaites pour avoir cette limite, il y a aussi une autre propriété qui est moins restrictive, mais qui a très rapport pour deux fonctions de Christoffel, pour deux mesures dans le même support oméga. Prenez le même support oméga. Si vous avez deux mesures mu et nu qui ont le même support oméga, peut-être hypothèse que je ne taille pas ici, mais le rapport des deux, l'oméga va s'en aller, donc le rapport des deux, c'est simplement le rapport des deux densités. Donc ça va être utile, par exemple, pour l'approximation de densité. Encore une propriété, c'est que, par exemple, si l'oméga n'est pas de dimension pleine, imaginez que vous êtes dans R2, que votre mesure supportée sur un cercle. Donc sur une variété de dimension 1, vous n'êtes pas un matrice des moments qui ne sera pas inversible dans ces cas-là. Donc ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, le rang de la matrice des moments qu'on a vu tout à l'heure, la matrice des moments de mu, il a une propriété qui est un polynôme qui va, quand D est suffisamment grand, ce rang, c'est un truc croît. Donc quand vous regardez la façon dont le rang de cette matrice croît avec D, donc la taille de la matrice croît de plus en plus avec D, le rang est un polynôme de D, et le degré de ce polynôme, ce polynôme s'appelle le polynôme de Hilbert, qui est associé à une variété algébrique, et le degré, c'est simplement la dimension de votre variété. Donc, par exemple, vous pouvez faire des inférences de manifold avec ça en regardant simplement le rang de la matrice. Ça, par exemple, peut être utile pour manifold learning. Donc, question function peut être utilisée dans des applications importantes en machine learning, par exemple, outlier detection, density approximation, manifold learning. Dans ce cas, justement, la mesure nu n'est pas une mesure nu sur un compact comme on l'a vu dans les propriétés citées connues depuis longtemps en théorie d'approximation, puisqu'on a affaire avec une mesure discrète. Et là, vous remplacez votre mesure nu dans les propriétés que j'avais listées par la mesure discrète empirique qui est supportée sur votre nuage de Poisson. Et la question, c'est est-ce qu'on peut transporter les propriétés qu'on a vues, une mesure nu sur un compact, sur une mesure discrète, sur un ensemble de points. Et la réponse, c'est que si vous faites attention au degré D et au nombre de points dans votre sample vient des mesures nues, alors oui, c'était un peu le livre qu'on a fait avec Edouard et Mireille, c'est montrer que si vous faites attention, si votre sample est suffisamment large et que votre degré a un compromis entre la taille du sample et votre degré, pour la mesure nue discrète, la fonction de Christoffel attachée à la mesure nue discrète rattrape bien les propriétés de la mesure sous-jacente que vous connaissez bien. D'accord. Alors, un des propriétés numériques du calcul de la fonction de Christoffel, il y a une réclame de place sur donnée. Et il a un rang point d'update qui est très utile. Si par exemple, le nuage de points de n points que vous voulez rajouter un point, donc vous n'avez pas besoin de réinverser votre matrice, etc. Vous avez un rang point d'update pour calculer une nouvelle inverse. Pourquoi? Parce que rappelez-vous la définition de la mesure mu n plus 1 car vous avez n plus 1 point. Quand vous la renormalisez, enfin vous la dénormalisez, il y a n plus 1 point, c'est la somme des n points qu'il y avait avant, le Dirac au n points avant, plus le Dirac au nouveau point. Donc c'est n fois l'ancienne, plus le Dirac au nouveau point. Et donc quand vous voulez inverser la matrice de la mesure empirique avec un point supplémentaire, vous faites cet inverse, et vous avez le Sherman-Morrison update pour l'inverse. Voilà. Je suis désolé. Ouais, je vais passer mon temps, non? Je vais déjà te laisser sortir. Ah non, 14h30. Excusez-moi.
Non? Ça va bien? Ouais, c'est bon. Ah oui, merci. Excusez-moi, merci de le faire. Donc, l'idée qu'on a déjà entre nuage de points, la surtout de façon économique. D'accord. Donc, vous obtenez l'update de votre Christoffel Function au point X, donc le sac de la validité. Alors, cette formule qui est assez simple. Faut continuer. Je partage l'écran parce que souvent Ah. on ne le voit pas. Il y a eu un mail? Non, non, il n'y a pas de partage. Oui, ça, je le vois. C'est bon, madame? Merci. Voilà. Alors, merci. Alors, on peut aussi, par exemple, décider de tester des employeurs. Par exemple, une méthode d'analyse, mais qui marche pas mal, c'est de dire, un point positif, je regarde sa fonction de Christoffel sur ce score, et je décide que cette note d'ailleurs, s'il est inférieur à cette valeur. Pour le code de Christoffel qui est bien, c'est supérieur, ou c'est l'inverse. Oui, voilà. Donc, c'est simplement, vous évaluez le score, vous le comparez à une valeur prédéterminée. On peut jouer sur la valeur, il y a plusieurs variantes, mais disons que ça, c'est une façon de détecter des d'ailleurs. Et en disant que cette stratégie de détection de d'ailleurs était compatible avec, était au moins aussi bonne que des méthodes stéto il y a 2 ou 3 ans. Ça, c'est un article qu'on a fait avec Edouard en IPS en 2016 et en 2019. Et on a utilisé ça justement pour la détection de d'ailleurs, 2 applications importantes, enfin, avec Stéphane Moser-Pérez et Link, c'est le travail qui est en cours en ce moment. Et plus récemment, avec des chercheurs de l'UAS, en relation avec une compagnie qui est Carl compagnie côté de Genus. Et en fait, c'était des détections d'anomalies pour les wireless sensors, network, et plusieurs applications pour le traitement de bagages de conveyor, etc. Enfin, je ne vois pas ces applications. Et donc, sur ces applications, sur des traitements rentables, je tiens à préciser que ces applications sont des nuages de points, on traite des mesures discrètes qui sont en 2 ou 3 dimensions. Je ne prétends pas que ces méthodes-là vont être compétitives pour des nuages de points en dimension 100. Je ne dis pas que c'est une magique qui fait tout. Alors, manifold learning, par exemple, alors, si on prend une mesure, on prend ton égard avec le méthode intervenant enseignement, donc ça c'est toujours vrai. Et donc, comme je l'ai dit, de ne pas être surprenant, la matrice des moments, puisqu'elle contient les moments de que mu est déterminé par ce moment, contient beaucoup d'informations sur la mesure. Ce qui est le cas, on a vu pour la fonction de Christoffel, par exemple. On a vu aussi que quand mu est dégénéré, son support est contenu sur une algébrique de variété. Le kernel de mu va aussi nous fournir l'information sur où est-ce qu'elle est cette variété si elle est algébrique. Par exemple, si vous avez des nuages de points qui sont sur le cercle, ici par exemple, des applications, vous avez vraiment des nuages sur le cercle, eh bien, la fonction de Christoffel, oméga cette fois il n'est plus, on est dans R2, mais c'est dans une variété de dimension 1, il est sur le support. Donc, ce polynôme, 1 moins norme de x, 1 moins x carré plus y carré, d'accord, est dans le noyau de la matrice des nombres. Donc elle n'est plus inversible, donc vous ne pouvez plus définir la fonction de Christoffel telle qu'on l'a définie, même si ça va, la définition variationnelle reste la même. Okay. Et donc, mais, comme je dis, en plus, le rang de cette matrice des mouvements, c'est un polynôme de Hilbert, donc son degré, si D est suffisamment grand, son degré donne la dimension du support. Par exemple, ici, si vous avez la dimension 2 que le support c'est le cercle, vous trouvez que le rang croît de façon linéaire. Oui, en plus, si pour vous mettre à l'abri des cas dégénérés, vous pouvez toujours définir une perturbation de la fonction de Christoffel, vous prenez la matrice des moments plus une perturbation epsilon de l'identité, ça va vous garantir que la matrice des moments ici est inversible, donc vous pouvez toujours calculer la fonction de Christoffel telle qu'on l'a faite, et elle identifie correctement le support oméga aussi. Donc vous pouvez revenir avec votre formule de l'inverse, etc. Okay. Donc, tout ceci illustré de façon relativement sophistiquée, les outils de base sont quand même des outils sophistiqués de théorie d'approximation. Donc,
tous ces outils un peu d'analyse de cette matrice, de cette fonction de Christoffel, en fait, sont cachés dans la matrice des moments. Vous avez cette matrice des moments qui apparaît un peu magique parce qu'elle est très simple à fabriquer, et elle contient toutes les informations sur le cas, pratiquement. Et donc, toutes ces données sur la mesure peuvent être exploitées pour extraire des informations utiles sur votre nuage de points. Et donc d'ailleurs, par exemple, la dimension qu'on a vue, la dimension du manifold ici sur une condition de manifold. Et ce qu'on a vu, c'est que l'extraction de cette information est faite avec vraiment des indices très simples de diagonale. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je vous ai montré. Vous avez des matrices à calculer qui sont faciles à calculer, des inversions de matrices multipliées par un vecteur de mon nombre à droite à gauche. Donc vraiment rien de très compliqué, aucune optimisation à faire. Et donc, quand même, il y a aussi des inconvénients, c'est que, effectivement, ça ne scale pas très bien les dimensions. Donc là, je vais vous montrer pour des images de points de dimension 2 ou 3 ou 4, ça s'améliore aussi facilement. Mais il n'est pas question de faire des images de points de la dimension 10, je pense que ça n'est pas. Mais par contre, on peut faire des calculs effectifs. Si vous ne voulez pas passer cette matrice des moments, vous pouvez toujours revenir à la formule variationnelle, ici, d'accord? Si vous vouliez évaluer la fonction de Christoffel d'un point ici, si vous prenez cette formule variationnelle, ça c'est un simple quadratic programming problème. L'inconnu, c'est le vecteur des coefficients de ce tout nombre P que vous cherchez. Et donc ça se traduit simplement avec la matrice MD que vous connaissez, donc c'est minimiser P transpose P sur V de X transpose P égale 1. Donc ça c'est un problème quadratique très simple à résoudre, convexe. Donc vous pouvez quand même, si vous faites une évaluation point par point, ça peut se faire sur les dimensions plus larges. Alors il y a d'autres carnets non polynomiaux qui sont populaires en machine learning et qui peuvent traiter par contre des datas de dimensions plus larges. Et ceux qui sont surtout utilisés pour faire de l'approximation de fonction, par exemple. Alors, la différence avec les Christoffel d'Arbour kernel, c'est que par contre, si vous prenez le Gaussian kernel, qui est très populaire en machine learning, ces kernels ne sont pas reliés à une mesure mue sur le nuage de points sous-jacent. D'accord? Ils sont utilisés pour ils ont d'autres propriétés, évidemment, mais ils ne sont pas directement comparables au Christoffel d'Arbour kernel, qui lui, sa qualité principale, ce que j'appellerais son caractère qui le distingue des autres, c'est sa connexion très forte avec la mesure qui sous-tend votre nuage de points. Okay? Donc, il ne fait pas qu'encoder votre nuage de points, il capture aussi, dans cette matrice des moments, il capture aussi la plupart des propriétés essentielles de la mesure que vous traitez. Okay? Donc, on peut aussi le voir comme un outil supplémentaire dans l'arsenal des techniques de kernel de machine learning, et surtout très utile pour des images de points de dimension faible. Alors, je vous donne d'autres applications un peu spectaculaires quand même, qui vous avaient surpris aussi, pour l'approximation de fonctions discontinues. Ça, c'est un vieux problème en théorie d'approximation qui est intéressant, parce que vous savez qu'il est très difficile de bien approximer des fonctions discontinues. Alors, je vais vous montrer par exemple typiquement ce qui arrive quand vous avez une fonction discontinue, même en utilisant de façon naïve le Christoffel d'Arbour kernel. Supposez que vous voyez par exemple, vous avez la fonction sin, enfin la fonction 0 ici entre 0,5 et 1. C'est une step function à 2 étages. Et comment vous l'approximeriez par un polynôme? Vous pouvez le faire ici, mais ce n'est pas très bon. Par exemple, justement, en faisant le Christoffel d'Arbour kernel, mais en dimension 1, ici vous avez une mesure nue. Vous voulez approximer une fonction f qui est de 0 à 1, d'accord? Et vous allez l'approximer, comme on a fait tout à l'heure avec le Christoffel d'Arbour, par un polynôme et que la norme L2 de la différence tend vers 0. Donc ici, vous définissez le polynôme de degré n qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est simplement, il s'exprime dans la base, le polynôme orthogonal ici c'est le genre, la mesure nue et la mesure uniforme sur 0,1. Donc c'est un polynôme qui s'exprime dans la base de genre, et sur le coefficient c'est celui-ci. Et vous voyez quand la norme L2 va bien tendre vers 0, mais vous voyez bien ces oscillations qui ne sont pas très intéressantes, surtout autour de la discontinuité, vous avez ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs.
et que l'on ne peut pas se faire la racine quand on approxime de cette façon. Donc, déjà, vous avez quand même une convergence normale 2, mais on n'avait pas la convergence point-wise ou biforme, parce qu'en fait, on a défini d'autres kernels qui perdaient la propriété de noyau reproduisant, mais qui essayaient de supprimer ce phénomène de J, mais ne le suppriment pas complètement. Alors, une chose qu'on a remarqué qu'on a faite il n'y a pas longtemps, qui est un peu surprenante, une minute. En fait, l'idée, au lieu de faire ce qu'on a fait ici, c'est de considérer, c'est un peu contre-intuitif, c'est de dire que votre mesure mu, au lieu d'avoir une densité d'une mesure mu sur l'intervalle 0,1 avec une densité f que vous ne connaissez pas et que vous l'identifiez, vous la considérez, maintenant vous allez considérer une mesure mu de dimension 2 et supportée sur le graphe de votre fonction économique. Donc là, vous compliquez les choses parce que vous avez la dimension 2. Quel est l'avantage de faire ça? Donc maintenant, vous considérez la mesure phi, à deux arguments, qui est la mesure de Lebesgue sur 0,1, et qui, quand vous êtes en x, la conditionnelle, c'est que vous êtes en Dirac en f de x. Donc cette mesure, elle est supportée sur le graphe. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est supportée sur le graphe de la fonction. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la fonction de Christoffel, quand vous avez une mesure mu, la fonction de Christoffel, de façon précise, identifie le support de la mesure. Donc on s'est dit, on va appliquer l'approximation pardon. Regardez la fonction de Christoffel, cette mesure qui est celle de la dimension 2 et pas la mesure initiale, qui a une densité f. Ok? Donc vous faites pareil, vous prenez je répète la mesure qu'on a fait tout à l'heure, vous prenez les moments de cette mesure mu, d'accord? Il y a deux arguments maintenant. Vous calculez sa fonction de Christoffel, et maintenant, quand vous êtes au point x, vous voulez évaluer f de x, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous regardez l'argmin, donc x est fixé, vous regardez l'argmin de la fonction de Christoffel en y. Et ça, c'est une fonction à une variable, c'est un polynôme à une variable. Donc c'est très facile pour la polynomiale, la complexité est très simple. Et vous calculez, et donc ça, c'est votre approximation de fd de x. Et cette approximation n'est pas une fonction polynomiale, c'est une grosse différence avec l'approche précédente. Et c'est une fonction qui est semi-algébrique, donc on peut espérer qu'elle a de meilleures propriétés parce que c'est une classe de fonctions plus large, d'accord, qui peut justement approximer des fonctions discontinues. Et c'est ce qu'on observe. Oui, donc, voilà, je ne donne pas ça des autres, donc on va dire. En faisant ça, regardez, avec peu de moments, on récupère la fonction step sans effet de Gibbs, vraiment avec, je crois que c'était 4 du moment de 4. Et là, ça, c'est une batterie de tests qui fonctionnent du coffre. C'est une fonction difficile à approximer. Et en faisant ça, je crois qu'on avait 6, 12, je ne me rappelle plus très bien. Mais à part ici, où là on a une difficulté à retrouver, on retrouve très bien la fonction discontinue. Alors que si vous aviez un polynôme, de degré même 12, 20 ou 30, vous auriez des oscillations partout au point de discontinuité. Voilà comme une façon d'utiliser la fonction de Christoffel pour l'approximation de fonction discontinue. Bon, ok, j'arrive là parce que je passe un peu. Merci beaucoup, Jordan. On a eu un peu de retard à cause technique, donc je prends une question. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Oui, merci pour la présentation. Au début, donc, il y a un aspect que je trouve intéressant, c'est de rendre la matrice correctionnelle sur la dimension de la variété. Oui. Donc, quelque part, c'est une première information topologique dans le cas particulier où la mesure elle est supportée par une variété algébrique. Est-ce que cette matrice des moments, elle contient aussi des propriétés topologiques, comme par exemple le nombre de composantes connexes ou alors ça, j'ai une réduction sophistiquée. Je pense qu'effectivement, la matrice est un outil de base pour faire ça, mais il y a d'autres outils supplémentaires. Bien sûr, mais est-ce qu'avec cette matrice des moments, il est possible d'aller chercher les groupes d'homologie, par exemple? Alors ça, honnêtement, je ne sais pas mon domaine, je ne peux pas vous le dire. Je sais que j'utiliserai ça, mais peut-être d'autres outils aussi, mais je ne peux pas vous répondre complètement. Merci. J'ai une petite question concernant l'idée. Donc en fait, la valeur D, donc dans le développement de la théorie, c'est fixe, mais d'un point de vue pratique, comment on le choisit? D'un point de vue pratique, c'est quand vous êtes limité par le calcul. En fait, si c'est du 2 ou 3 dimensions, c'est, je prends le D égale 3, 4, 6, 7, je ne dépasse jamais ces valeurs-là. Des dimensions 2 ou 3, 2. Donc c'est suffisant? Oui. Si c'est l'intérêt, c'est justement de ne pas aller très haut dans le début. Merci beaucoup.
C'est une finesse.